Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et psychopraticienne en thérapie brève. Alors, cette vidéo est pour toi, là maintenant, si tu as tout pour être heureuse et qu'au fond de toi, tu ne le ressens pas complètement. Tu as coché toutes les cases, tu as un boulot, tu as une maison, tu as un conjoint, même si tu en as essayé plusieurs, et puis tes enfants ont grandi, tu as coché toutes les cases, tu as avancé dans la vie, et pour autant, il y a comme une sorte de frustration, d'insatisfaction au fond de toi. Et en même temps, tu culpabilises, tu n'as pas le droit de te plaindre parce qu'il y a tellement de gens qui sont plus malheureux que toi. Pense à tous ceux qui souffrent de la guerre, du séisme. Là, on est en 2023, il y a les séismes en Turquie. Il y a des gens qui dorment dehors alors qu'on est en hiver. Non, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et tu culpabilises, tu t'en rajoutes encore plus. Alors dans cette vidéo, je vais te donner des pistes, des clés, je vais te raconter des histoires de certaines de personnes que j'accompagne parce que mon métier, et j'ai choisi cette spécialité d'accompagner les femmes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas, à comprendre leur fonctionnement, à dépasser un comportement qui ne leur convient plus, à trouver cette paix et cette sécurité intérieure qui va leur permettre d'être complètement épanouies. Alors on y va, c'est parti. Je ne sais pas être heureuse et pourtant tout va bien dans ma vie. C'est le thème de cette vidéo. Donc je vais te donner des clés, des pistes de réflexion et des clés de compréhension, j'espère. Le sujet est très vaste. Je ne vais pas aborder tout ce qu'on pourrait dire sur le fait de ne pas être heureux, de ne pas savoir être heureuse. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont t'interpeller. Et pour structurer cette vidéo, j'ai utilisé la pyramide de Diels, qui est un outil en programmation neurolinguistique. Alors on y va, c'est parti. On va commencer par l'environnement. Ton environnement. L'environnement, c'est ce qu'il y a autour de toi. Donc, il y a l'environnement au sens large, la télévision, les informations, ce qui se passe dans le monde. Dans quelle mesure ça t'impacte tout ça? Si tu regardes la télé toute la journée, si tu regardes les infos beaucoup et que tu écoutes tous les thèmes récurrents, l'inflation, la guerre, les séismes, les catastrophes, et que ça t'impacte énormément à l'intérieur de toi, alors déjà, prends la décision de te tenir informé, mais de regarder de loin. Parce que forcément, ça t'impacte d'écouter toutes ces catastrophes, toutes ces mauvaises nouvelles. Et en plus, notre cerveau est fait comme ça. Notre cerveau, si on a survécu, notre espèce a survécu depuis le temps des hommes préhistoriques, a survécu aux prédateurs, c'est aussi parce que notre cerveau est réglé pour la survie. On est en hypervigilance. Et notre cerveau est conditionné pour remarquer 10 fois plus le négatif que le positif. Donc, une information, une catastrophe que tu entends à la télé va prendre 10 fois plus de poids. Imagine, tu as une balance, hein, tu mets une chose négative ici, désagréable, ça va peser 10 fois plus lourd qu'une chose positive, que quelque chose qui te rend heureux. Donc, de ce côté de la balance, il va falloir mettre 10 choses positives pour équilibrer une nouvelle négative. Donc, comprends déjà de savoir ça en termes de neurosciences, c'est hyper précieux. Notre cerveau est conditionné pour la survie. Ton cerveau, il s'en fout complètement de savoir si tu es heureuse. Il s'en fout. Lui, il veut que tu survives. Donc, il te met en hypervigilance tout le temps. Il cherche des dangers partout. Et donc, si tu es de nature un petit peu anxieuse, eh bien, tu vas aller développer cette capacité à remarquer les catastrophes dans toute situation. Donc, première chose dans ton environnement, si tu es très impacté par les nouvelles, par la situation dans le monde, alors prends un petit peu de distance, prends un petit peu de détachement avec tout ça. Tiens-toi informé, bien sûr, mais de loin. Moi, je regarde beaucoup moins les informations depuis quelques années. Je me tiens au courant de ce qui s'y passe, mais je sais que je suis trop sensible et je prends trop à cœur les malheurs dans le monde. Donc, je mets de la distance. Ensuite, ton environnement, bien sûr, ce qui te concerne en premier, c'est ton travail, c'est ta vie privée, avec qui tu vis, tes amis aussi, ton entourage. Réfléchis, pose-toi 2 minutes.
Mon environnement, est-ce qu'il me convient? Au travail, est-ce que ça me convient ce que je suis en train de faire? Les tâches que j'exécute? Est-ce que je suis heureuse dans mon travail? Est-ce que mes amis me comblent? Parfois, on a des amis depuis longtemps, depuis des années, et puis à un moment donné, ils ne nous conviennent plus, ou on se rend compte que ce sont des personnes qui nous tirent plutôt vers le bas. Alors, je suis pas en train de te dire sépare-toi de tes amis. Non, je suis en train de te dire regarde autour de toi ton environnement, dans quelle mesure il est bon pour toi, dans quelle mesure il est sain pour toi. Ton travail, tes collègues de travail, tes amis, ta vie privée, ton conjoint. Hein, vraiment, fais un petit scan là sur ton environnement pour aller voir est-ce qu'il se pourrait que dans ton environnement, il y ait quelque chose qui ne te rende pas heureuse. Ensuite, deuxième niveau, on monte un niveau dans la pyramide, les comportements. Les comportements sont les tiens, bien sûr, parce que chacun est responsable de ses comportements. Tu n'as pas d'impact sur le comportement des autres. Hein. Donc, deuxième clé, les comportements des autres, si je n'ai pas d'impact dessus, je ne me rends pas malade pour les comportements des autres. Quelqu'un m'a fait souffrir, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un a un comportement qui ne me plaît pas. Détachement. Détachement est une formidable ressource pour arriver à se sentir moins impacté par des choses qui pourraient nous rendre malheureuses, justement. Ensuite, tes comportements à toi. Qu'est-ce que tu fais pour te rendre heureuse? Ou qu'est-ce que tu ne fais plus? Est-ce qu'un jour tu as été heureuse en faisant certaines choses et que maintenant tu ne les fais plus, tu as oublié de les faire? Est-ce que tu t'es oublié? Je ne sais pas, par exemple, si tu avais l'habitude. Repense à quand tu étais jeune, qu'est-ce qui te faisait plaisir? Peut-être tu étais une enfant qui adorait lire ou qui adorait aller promener dans la nature, qui adorait construire des choses, qui adorait dessiner. Et toutes ces choses qui te rendaient heureuse, peut-être que prises par la vie d'adulte, les contraintes, les corvées, les choses à faire, aussi basiques que du ménage, tenir la maison, s'organiser, tenir les comptes, ça prend du temps. Mais est-ce que tu prends du temps pour toi, pour te reconnecter à des choses qui te font plaisir? Donc une autre clé, c'est d'aller te rappeler, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu faisais qui te rendait heureuse? Et pourquoi pas t'y remettre? Alors tu peux me dire, je n'ai pas le temps, mais tout le monde a 24 heures dans sa journée et il t'appartient d'avoir la responsabilité de te dire, qu'est-ce que je fais pour être heureuse? Et surtout, même si tu prends 5 minutes, 10 minutes par jour pour satisfaire quelque chose qui va te rendre heureuse, pense à l'énergie que tu vas récupérer et le bénéfice que tu vas récupérer pour toute ta journée. Tu peux te donner l'excuse que tu n'as pas 5 ou 10 minutes pour le faire. Mais crois-moi, essaye. Essaye de te reconnecter à quelque chose qui t'a fait plaisir ou qui te ferait plaisir. Essaye, donne-toi 5 minutes, 10 minutes et regarde le bénéfice que tu vas en retirer sur ta journée. C'est incroyable. Moi, j'étais une femme toujours pressée, toujours, j'avais jamais le temps, toujours la tête dans le guidon, il faut, je dois, il faut, je dois. Si tu es comme ça à te dire il faut, je dois, pose-toi un instant et réfléchis. Il faut, je dois, c'est des contraintes, c'est de la pression, c'est des injonctions. Essaye de remplacer par j'ai envie de. Ok, je fais mes corvées, ok, je fais ce que j'ai à faire, bien sûr. Mais après, j'ai envie de. J'ai envie de faire quoi? Pose-toi la question. Alors, on a vu le niveau de l'environnement, le niveau des comportements. Donc, qu'est-ce que... Il y a d'autres éléments ensuite. Le comportement. Ça y est, je suis perdue. Je pars tellement, je reprends ma structure parce qu'après, je suis tellement passionnée que je dérive vite sur les sujets. Donc, troisième niveau, c'est les capacités et les stratégies. C'était fonctionnement, en fait. En PNL, on parle de programmation neurolinguistique, je suis experte en PNL, donc j'en parle beaucoup. Les métaprogrammes. Les métaprogrammes, imagine, tu viens au monde, tu es un ordinateur. Tu es vierge de tout programme. Hein. Tu vas apprendre par rapport à tes éducateurs, ta vie en général, tes référents, tes modèles. Tu vas apprendre un modèle du monde et tu vas
créer tes propres programmes dans ton cerveau. Tu vas filtrer les informations par rapport à tes épreuves de vie, à tout ce que tu vis, tout ce qui fait ta vie. Tu enregistres tout entre 0 et 7 ans et il se construit des programmes, des métaprogrammes, c'est-à-dire des modèles de fonctionnement. Ce sont des filtres inconscients qui te permettent de comprendre le monde et d'avoir ton propre modèle du monde. Donc, par exemple, il y a un métaprogramme, alors il y en a plus d'une trentaine, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ça serait trop long, mais par exemple, il y en a un qui est très intéressant dans sa capacité à être heureux, c'est match et mismatch. Imagine un curseur, d'un côté, tu as les personnes qui sont mismatch, c'est-à-dire qui voient, on dit souvent voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que tu vois tout le négatif dans une situation. Quand tu arrives, tu as une situation, ton cerveau filtre l'information et cherche ce qui ne va pas dans une situation. Donc tu n'es jamais satisfait. Tu cherches toujours la petite bête, le petit truc qui ne va pas dans une situation. Et les personnes qui sont match, donc c'est vraiment de l'autre côté du curseur, les personnes qui sont match, elles vont avoir une capacité, ce sont des personnes, on peut dire optimistes, mais en fait ce sont des personnes qui filtrent dans une situation donnée tout ce qui va bien, elles vont remarquer tout ce qui va bien. Donc forcément, il y a une aptitude à être plus heureux quand on voit ce qui va bien. Alors, un métaprogramme n'est jamais bon ou mauvais. C'est un fonctionnement, c'est une manière de fonctionner. Et cette manière de fonctionner, tu l'as apprise quand tu étais petit et elle t'a servi longtemps. Par contre, si le curseur est trop extrême, du côté mismatch par exemple, tu vas avoir cette capacité à voir tout le négatif dans toute chose. Ça peut te plomber, ça peut plomber ton moral, ça peut faire de toi quelqu'un qui n'est jamais content de ce qu'il a. Et là, si tu t'aperçois que c'est limitant pour toi, alors il est peut-être temps de remonter un petit peu le curseur pour remonter ta capacité à voir quand même des choses positives dans une situation. Donc, par exemple, alors notre fonctionnement, on l'a, hein, il est comme ça. Si tu es programmé dans ton ordinateur interne pour voir le mauvais dans toute situation, c'est un réflexe, c'est un apprentissage. Alors, ça se déconstruit si tu te fais accompagner par un professionnel, mais déjà, dans un premier temps, ce que tu peux faire toi, à ton niveau, c'est remarquer ce fonctionnement. Si le mismatch, ça te parle, si tu te dis, oui, je suis cette personne qui remarque ce qui ne va pas dans toute situation, qui n'arrive pas à voir ce qui va bien, alors là, tu peux te dire, est-ce que je suis capable de modifier le curseur ? Ton réflexe, ça va être de voir les choses qui ne vont pas, et bien peut-être tu peux te dire, ah, maintenant que j'ai vu ce qui allait pas, je vais regarder ce qui va bien. Est-ce qu'il y a des choses positives dans cette situation? Ah oui, tiens, il y a ça, il y a ça. Et tu vas donner à ton cerveau d'autres informations. Hein. Ça peut être assez inconfortable, ça va te demander un effort dans un premier temps, mais petit à petit, ton cerveau, tu vas l'éduquer, à aller remarquer des choses positives dans une situation. Hein, c'est vraiment comme le sport, c'est un entraînement, le cerveau est un muscle. Je suis pas neuro-experte, hein, mais c'est comme un muscle, le cerveau. Tu as besoin de l'entraîner. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va plus, tu fais toujours plus de la même chose, eh bien, pourquoi pas changer quelque chose et voir ce qui se passe. Hein. Tu vois, par exemple, et puis ça peut venir de ton éducation aussi. Moi, j'ai une cliente, par exemple, elle est d'origine russe. Et dans sa famille, l'éducation russe, elle est assez stricte. Et ses parents l'ont éduquée toujours en disant, ne ris pas, il va t'arriver quelque chose derrière. Donc, elle s'interdit d'être heureuse. C'est dans son éducation. Dès qu'elle commence à avoir de la joie, à être heureuse, elle s'interdit quelque chose. Il y a comme un blocage de son inconscient par loyauté familiale, parce que son éducation fait que ah non, faut pas se réjouir parce qu'il va y avoir forcément une catastrophe derrière. Hein, parce que ses parents lui disaient toujours, ne ris pas, tu sais, il va t'arriver quelque chose après. Hein, ne ris pas, tu vas pleurer, il lui disait exactement. Donc, ces codes-là l'empêchent d'être heureuse.
Et il n'y a qu'avec un travail sur soi, de réflexion, de comprendre, s'observer beaucoup, que tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureuse. Parce que chacun est différent, chacun a son modèle du monde, chacun a été élevé, suivi une vie qui est différente. Donc toi en particulier, qu'est-ce qui fait que tu ne sais pas être heureuse, hein? J'ai des clientes, par exemple, elles sont très anxieuses, très angoissées. Par exemple, tiens, on part un week-end, on organise un week-end, et bien elles se font toute une liste des choses à emporter, la trousse à pharmacie, tout ça, en cas qu'il arrive quelque chose. Et elles se disent, et si on tombe en panne, et si, et si, et si, et si. Et là, on se plombe, au lieu de se réjouir pour un événement qui est parti en week-end, qui est plutôt sympa, et ben là, on va se dire, eh ben non, et s'il se passe ci, et s'il se passe ça, ton cerveau qui est habitué, qui est formaté pour, parce qu'il est anxieux, parce que tu as un mode anxieux, parce que peut-être tu as vu tes parents fonctionner comme ça, parce que ça peut venir de plein de choses, peut-être qu'il t'est arrivé des choses graves dans ta vie qui font que tu fonctionnes comme ça maintenant. Eh ben, ça se remarque d'abord, ça s'observe, et après, on peut toujours changer, on peut toujours reprendre le pouvoir sur sa vie. Tu as en toi toutes les ressources, toutes les capacités pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Et moi, c'est ce que j'aime faire dans les accompagnements en coaching. C'est vraiment accompagner les personnes à trouver en elles, à comprendre leur fonctionnement et à trouver en elles toutes ces belles ressources qu'elles ont pour redevenir actrices de leur vie et vivre la vie qu'elles ont envie de vivre, être la meilleure version de toi-même. Tu vois? Donc, en coaching, on va aller chercher les déclencheurs, on va aller chercher l'origine de tout ça, de tous ces fonctionnements, de tous ces comportements. Et on va aller déconstruire, et avec les outils de thérapie brève comme l'hypnose et la programmation neurolinguistique, on va aller reprogrammer dans ton inconscient tous ces schémas, c'est comme si on faisait on modifie un petit peu les programmes de ton ordinateur interne pour aller améliorer. Alors améliorer, en fait, c'est voir ce qui te limite aujourd'hui. Et c'est toi qui décides de ce que tu as envie de changer, vers quoi tu veux aller. Grâce au coaching, tu vas avoir des prises de conscience et tu vas te dire oui, tu vas aller vers un état désiré. On appelle ça un état désiré en coaching. Et tu vas trouver toi-même en toi, moi je vais t'accompagner pour trouver en toi les ressources pour aller de cet état présent qui te limite aujourd'hui vers un état désiré. Alors, je continue. Donc, tes fonctionnements, tes capacités, tes stratégies, et à quoi ça te sert. Ça peut être une stratégie de ne pas pouvoir se réjouir des choses. Une stratégie parce que on veut pas être déçu, par exemple. La fonction positive, on cherche toujours la fonction positive d'un comportement en coaching, et ben peut-être tu veux pas te réjouir parce que tu as tellement peur d'être déçu. Parce que peut-être dans ta vie, dans ton passé, tu as tellement été déçu que tu ne veux plus être déçu, et du coup, ton inconscient, pour te protéger, a installé ce mode de fonctionnement à l'intérieur de toi. C'est tellement riche, c'est tellement intéressant ce qui se passe dans notre personnalité, dans notre cerveau. Vraiment, et la première chose, la première clé, si tu n'as pas envie de te faire accompagner, si tu as envie vraiment d'avoir, juste de trouver des pistes par toi-même, alors observe-toi. C'est vraiment une clé essentielle de s'observer dans telle situation, comment je réagis, comment je fais. Il y a un métaprogramme aussi, on parlait de métaprogramme tout à l'heure, qui est aller vers et éviter de. Est-ce que tu es de gens à vouloir éviter à tout prix les ennuis, les frustrations, les déceptions, etc., qui fait que tu ne sais pas être heureuse? Ou est-ce que tu es du genre à en aller vers, c'est-à-dire aller vers l'action, aller vers le plaisir, aller vers la joie, aller vers... Tu vois, là encore, il y a un curseur, il y a le éviter de, et on peut aller vers l'aller vers, et on peut aller réguler son curseur interne. Ensuite, le prochain niveau, ce sont les émotions. Est-ce que tu es quelqu'un qui est du genre associé à ses émotions ou dissocié de ses émotions? Genre, est-ce que quand tu regardes un film triste ou un film joyeux, est-ce que tu sens des émotions à l'intérieur de toi? Donc dans ce cas-là, si tu ressens beaucoup les émotions, tu vois un chien errant dans la rue, si tu as mal, si tu vois, là tu es associé à tes émotions.
Si au contraire, quand tu regardes un film d'horreur ou un film une histoire très triste, si ça te fait rien, tu es peut-être dissocié de tes émotions. Et peut-être qu'il y a une bonne raison à ça. Et le fait d'être dissocié de ses émotions, ça empêche aussi de ressentir cette belle émotion qui est la joie. Parce que les émotions, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la peur, ce sont des émotions qu'on n'a pas envie toujours de ressentir. Et pourtant, elles ne sont pas négatives, au contraire, elles ont un message à te dire. Je t'invite pour ça à regarder la vidéo sur les émotions. Je te mettrai le lien en dessous si ça t'intéresse, parce que c'est hyper intéressant de savoir que nos émotions, en fait, elles sont là, non pas pour nous embêter, mais pour nous délivrer un message. Mais de même que tu n'as pas envie de ressentir la peine, la peur, la colère, eh bien, du coup, tu t'interdis de ressentir la joie puisque tu te dissocies de tes émotions. C'est peut-être un fonctionnement que tu as de protection par rapport de la même façon à ton passé, à des blessures du passé. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes dont le passé influence le présent, des blessures anciennes qui ont une influence sur les comportements d'aujourd'hui parce que il y a un réflexe de protection, il y a un réflexe de je ne veux plus vivre ça et c'est normal. Et là, quand c'est trop limitant, quand c'est trop impactant dans notre vie, quand ça nous empêche de faire des choses, ça nous empêche de passer à l'action, ça nous paralyse, eh bien tout simplement, on peut là aussi, avec l'hypnose, reprogrammer quelque chose, régler le curseur et dire à ton inconscient, ok, merci, tu m'as protégé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, je voudrais être un petit peu plus libre. Hein. Donc c'est vraiment intéressant à comprendre. Voilà, est-ce que tu es dissocié de tes émotions? Est-ce que et puis peut-être que tu es dissocié, tu t'interdis aussi de ressentir la joie parce que tu estimes que tu n'en as pas le droit, tout simplement. Et ça peut venir aussi de ton histoire. Hein. Et donc c'est là qu'il y a le prochain niveau qui est le niveau de ton identité aussi. Hein. Ton identité, qui es-tu? Qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce qu'on t'a raconté quand tu étais enfant? Quelle image tu t'es construite de toi? Comment tu t'es construite? Peut-être que tu considères que tu n'as pas le droit au bonheur, tout simplement. Peut-être que tu considères que tu n'as pas le droit d'être heureuse. Et là, ça peut être très profond parce que c'est au niveau de ton identité, mais là, de la même façon, il y a des choses à faire. On peut changer d'identité, on peut se reprogrammer. C'est important de se faire accompagner parce que tout seul, en plus, c'est compliqué, surtout quand on est jugé partie de notre propre histoire. Donc forcément, se faire accompagner, ça permet de prendre un petit peu de hauteur et de voir les choses autrement et de prendre vraiment conscience de ces fonctionnements, de qui on est. Hein. Il y a aussi les croyances et les valeurs. Les croyances, c'est pas un terme spirituel pour dire je crois en Dieu ou quoi que ce soit. Les croyances, ce sont des choses qu'on considère vraies à propos de nous. Qu'est-ce que je crois de moi? Hein. Qu'est-ce que si on m'a dit, je prends un exemple, ah tu es nul en maths, ou ah mais tu comprends rien, et ben je peux développer la croyance que je suis bête. Parce que ma mère ou mon père m'a toujours dit ah mais tu n'as rien compris, mais dépêche, ah mais tu comprends rien. Et le fait d'entendre ça, tu comprends rien, ça peut développer une croyance vraiment inconsciente de ah oui non mais je suis nulle, je comprends rien, et en fait non, c'est pas que tu comprends rien, c'est que tu as pris pour vrai ce qu'on t'a dit. Hein. Mais il t'appartient à toi après de découvrir qui tu es vraiment. Hein. Donc au niveau les valeurs, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est ce qui te fait vibrer. Alors bien sûr, il y a des valeurs très conscientes comme la santé, la prospérité, ça peut être une valeur forte, la sécurité matérielle, la liberté. Bien sûr, ce sont des valeurs, peut-être tu sais que tu as ces valeurs-là, mais il y a des valeurs aussi inconscientes. Et ça, c'est pareil, en coaching, on fait un accompagnement. J'adore accompagner les personnes à découvrir leurs vraies valeurs. Il y a plein d'exercices qui utilisent aussi l'hypnose pour aller voir quelles sont tes valeurs inconscientes, tes valeurs hautes, pour aller trouver vraiment ce qui te fait vibrer, ce pourquoi tu vas te lever le matin, ce qui va te donner de la joie justement. Si tu ne nourris pas tes valeurs, tu ne peux pas être heureuse. Et si tu as une valeur dont tu n'as pas conscience,
eh ben, tu pourras jamais la nourrir. Donc, c'est un formidable accompagnement de comprendre, connaître ses valeurs, c'est hyper important. Je vais vous donner l'exemple. J'ai une cliente, par exemple, qui était pas bien dans sa peau, pas heureuse, etc. Et en coaching, donc on a fait un travail aussi sur ses valeurs. Sa valeur haute, sa valeur la plus importante, c'est l'utilité. C'est être utile. Elle a besoin de se sentir utile pour être bien. Et en même temps, elle a réalisé que le métier qu'elle avait choisi, ma cliente, elle a 58 ans aujourd'hui, et son métier, c'était d'être aide-soignante pour les personnes en fin de vie. Elle se sentait utile en faisant ça. Un métier de sauveuse, finalement. Hein, c'est comme tous les métiers, les infirmières, et c'est sa vie, ça, d'être utile pour les autres. Ça la nourrit, ça donne du sens à sa vie. Le problème, c'est que ma cliente, elle a 58 ans, elle s'est fait opérer donc elle est en arrêt de travail. Ce n'est pas sûr qu'elle reprenne le travail. Donc là, pareil, cette personne, elle nourrit son utilité, sa valeur utilité à travers son travail. Le jour où vous n'avez plus de travail, parce que votre boîte coule, parce que vous vous faites virer, parce que vous arrivez à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Cette valeur utilité qui n'est plus nourrie, c'est comme un réservoir. Elle remplissait son réservoir imaginez un réservoir avec le mot utilité dessus, sa valeur, qui a besoin d'être nourrie pour donner du sens à sa vie, pour la faire se lever le matin, pour lui donner le sourire, pour la faire se sentir bien. Elle, c'est l'utilité, mais vous, ça va être peut-être autre chose. Elle, on a vu que sa valeur la plus importante, c'était l'utilité. Elle remplissait son réservoir à travers son boulot. Elle n'a plus de boulot. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a toujours besoin de remplir son réservoir d'utilité. Le problème, c'est que dans ses fonctionnements, et tout ça de manière inconsciente, c'est quelqu'un qui, pour nourrir au service de son utilité, elle se fait beaucoup de soucis pour ses enfants, pour ses petits-enfants. À tel point que un jour, elle me raconte une histoire, elle était catastrophée. Elle rencontre une amie de sa fille qui lui apprend que sa petite fille s'est fait mal. Pas un truc super grave, mais un truc quand même important et qu'elle est même pas au courant, ma cliente. Ma cliente, comment elle se sent? Elle apprend par la bouche d'une amie de sa fille que sa petite fille est pas bien, est en souffrance et on lui a rien dit. Comment elle se sent? Elle se sent exclue, elle se sent mal, elle se demande pourquoi on lui a pas dit. Du coup, elle se remet en question et elle se dévalorise et son estime d'elle-même, elle en prend un coup. Elle appelle sa fille, elle demande des nouvelles de la petite fille et elle demande aussi pourquoi. Alors elle a essayé de pas faire de reproches, bien sûr, pour pas se fâcher, mais pourquoi on ne l'a pas informée que cette petite fille, elle s'était fait mal? Et là, sa fille lui répond, parce que tu te fais trop de soucis. Et elle lui répond en plus, parce que tu es comme mamie, donc comme la mère de ma cliente, tu te fais trop de soucis. Et là, encore pire souffrance pour ma cliente, deuxième souffrance, parce que là, elle est assimilée à sa propre mère, avec qui elle a eu des blessures d'enfance, avec qui elle a une relation compliquée. Et là, elle associe le fait d'être comparée à sa propre mère par sa fille, j'espère que vous suivez, et comme sa mère a été une mauvaise mère pour elle, dans ce qu'elle a perçu, dans ce qui n'a pas été nourri chez elle, eh bien, elle se dit « je suis une mauvaise mère, moi aussi ». Et bim, elle peut pas être heureuse comme ça, en faisant tout ce cheminement dans son cerveau. Et en fait, on a décortiqué tout ça, toute cette histoire de téléphone, de petite fille qui s'est fait mal, tout ça, et elle a pris conscience qu'en fait, sa valeur utilité qu'elle nourrissait par son travail n'était pas nourrie, et qu'elle cherchait à la nourrir en se faisant du souci pour les siens, en étant toujours en train de leur dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, est-ce que je peux aller faire des courses, est-ce que je peux garder les petits, est-ce que, voyez, mais ça devient trop, c'est étouffant pour cette fille, cette maman qui se fait du souci pour tout et qui veut à tout prix être utile. Et ça part d'un bon sentiment, mais ma cliente, c'est pour nourrir son besoin. Elle ne se rend pas compte qu'elle fait ça. Elle a besoin de nourrir sa valeur utilité.
Mais c'est pas à sa fille de nourrir cette valeur utilité chez sa mère. Et là, ma cliente, avant, elle nourrissait sa valeur par son travail, et là, elle n'a plus le travail, elle compte sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Mais là encore, elle met la clé de son bonheur à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment une clé super importante. Si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, c'est ça. On ne remet pas la clé de son bonheur à l'extérieur. J'ai une cliente qui me dit souvent « Oh, moi, du moment que mon mari et mes enfants sont heureux, je suis heureuse. » Et le jour où tu n'as plus ton mari et tes enfants, comment tu fais? Tu ne seras plus heureuse, ça veut dire ça. Donc, vraiment, vraiment, ne remettez pas la clé de votre bonheur à l'extérieur. Votre bonheur, vous devez le trouver à l'intérieur de vous. Et ça passe par une connaissance de soi, connaître ses valeurs, savoir qui on est, ce qu'on veut dans la vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour nous, mais de le nourrir par nous-mêmes. Ma cliente, elle a compris qu'elle faisait peser le poids de nourrir sa valeur utilité à ses enfants et ses petits-enfants. Et elle se sent mieux aujourd'hui. Ce qu'elle comprend, ses fonctionnements. Et les relations, forcément, avec l'entourage, s'en trouvent améliorées. Voyez ? Donc, trouver sa valeur forte, ses valeurs hautes, c'est hyper important pour être heureux. Et ça peut parfois se retourner contre nous. Je me rappelle de quelqu'un qui avait une valeur très haute, c'était l'humilité. Parce qu'on lui avait appris, donc c'était un garçon, un homme, et on lui avait répété tout le temps que c'était pas beau d'être orgueilleux, c'était pas beau d'être fier de soi. Et c'est un gars qui est super sportif, super compétent, il fait beaucoup de compétitions, il excelle dans tout. Seulement, dès qu'il fait quelque chose, qu'il a une réussite, il n'est jamais satisfait. Et il me dit, je comprends pas pourquoi je n'arrive jamais à être satisfait. J'obtiens une victoire, ça me fait plus rien. Pourtant, il a fait des efforts pour y arriver, s'il n'y est pas arrivé comme ça. Et chaque fois, à chaque niveau, il va de plus en plus haut, il n'est jamais satisfait, jamais satisfait. Et en fait, on a trouvé pourquoi. Donc le coaching aussi, ça sert à ça, par des questions puissantes, à une prise de conscience de vos fonctionnements. En fait, on a découvert que quand il était petit, on lui avait toujours dit c'est pas beau d'être fier, c'est pas beau de se vanter, et il a une valeur humilité tellement forte qu'il s'interdit inconsciemment d'être heureux de ses réussites. Parce que c'est pas beau. Parce que dans son inconscient, il risque de passer pour quelqu'un d'orgueilleux. Et dans sa famille, c'est vraiment ancré, c'est pas beau d'être orgueilleux, c'est pas beau de... Mais du coup, ce garçon n'est jamais satisfait, donc il ne se sent jamais heureux malgré tous les extraordinaires talents qu'il a. Quel dommage de ne pas s'autoriser à ressentir la joie pour quelque chose qu'on a fait au prétexte d'une culture familiale, d'un code qui dit oh, c'est pas beau de se vanter, c'est pas beau de dire qu'on a réussi. Voyez ? Et de la même façon, il y a des personnes qui font de l'auto-sabotage, des personnes qui entreprennent des choses qui vont pas jusqu'au bout, parce qu'il y a quelque chose de très inconscient qui les interdit de réussir. Peut-être pour pas dépasser le père qui a eu une entreprise et qui a eu un échec et qui du coup, pour pas faire de l'ombre à son père ou par loyauté familiale. Enfin, il y a tellement de raisons selon les gens. C'est tellement riche, la nature humaine. Et c'est tellement intéressant d'aller trouver le déclencheur, trouver ce qui fait que aujourd'hui j'ai des comportements qui me limitent, ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas heureuse. C'est tellement riche, vraiment. Moi j'ai choisi ce métier, j'ai pas toujours été coach et psychopraticienne, ça fait 1 an et demi maintenant. Avant j'étais manager dans une grosse boîte et ça n'avait plus de sens pour moi, mes valeurs n'étaient pas nourries, donc justement, et j'ai fait un travail sur moi parce que moi j'avais une valeur haute qui était la sécurité matérielle et j'ai fait un travail là-dessus pour oser quitter cet emploi, oser le quitter de mon plein gré au bout de 18 ans, une grosse boîte avec des primes, avec tous les avantages que ça comporte, pour aller vivre de ma passion, pour aller faire un travail qui me nourrit, qui nourrit mes valeurs, parce que c'est ça qui me rend heureuse aujourd'hui.
C'est ça, c'est d'accompagner des personnes à révéler leur potentiel, à trouver en elles les ressources, à comprendre et à reprogrammer ce qui va faire qu'elles vont vivre leur meilleure vie. C'est ça que j'aime faire. Donc oui, j'ai quitté ce travail et finalement, cette valeur sécurité matérielle que je ne nourris pas forcément puisque je débute mon activité, puisque j'ai quitté mon job. Avant, j'avais un salaire fixe, tout ça. Là, mon salaire, je suis en train de le construire. Je suis en train de construire mon business, mais cette valeur sécurité matérielle, je la retrouverai plus tard. Et là, en ce moment, je nourris tout ce qui a du sens pour moi. Et ce qui fait que je suis bien plus heureuse maintenant que quand j'étais dans cette zone de confort où j'avais mon salaire qui tombait à la fin du mois. Vous voyez ? Cette zone de confort qui était plutôt inconfortable en fait parce que j'étais pas heureuse. Il me manquait quelque chose. Et j'avais pas conscience. Pour moi, fallait changer quelque chose, mais surtout pas mon travail, parce que mon travail, c'était mon pilier, ma stabilité, ma sécurité matérielle. Et je me disais, il faut que je fasse quelque chose, je suis pas heureuse. Et je courais, je m'achetais plein de trucs, du shopping pour me faire plaisir. Ça me faisait plaisir 2 minutes, après je mettais dans le placard. Je courais tellement après la vie, je faisais du sport à outrance pour avoir des sensations, de l'adrénaline. Alors oui, ça marchait un peu, mais je faisais ça pourquoi? Je courais partout pourquoi? Pour essayer de trouver le bonheur. Et j'avais pas compris que le bonheur n'était pas à l'extérieur, qu'il était en moi, qu'il fallait que je le trouve en moi, parce que je ne savais pas le trouver. Et j'ai appris à trouver ce bonheur, cette capacité, cette paix et cette sécurité intérieure en moi qui fait que je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Alors je reprends mes niveaux logiques, on en était aux valeurs hautes que je nourris, ce qui me fait lever le matin. On a vu les croyances, ce que je crois de moi. Si je crois que je suis nulle, si je crois que je suis une merde parce qu'on me l'a répété toute ma vie, si je crois que je ne vaux rien, je vais pas m'autoriser à être heureuse. Non, j'ai pas droit, voyez. Les croyances sur soi-même, c'est ce que je crois de moi, c'est hyper important aussi. On y travaille beaucoup en coaching, c'est vraiment une clé. Je reprends mes petites notes là, donc ça j'en ai parlé. Donc, ah oui, on monte encore plus d'un niveau. Donc, au niveau de votre mission, on a vu ce que vous croyez de vous, qui vous êtes, et votre mission. Votre mission, c'est justement trouver du sens. Trouver le sens de ce que vous faites. Pourquoi je fais ça? Pourquoi il y a tant de gens qui sont bénévoles, qui passent tout leur temps dans des associations, qui s'impliquent, qui donnent tout leur temps, leur énergie pour des causes? Tout simplement parce que ça a du sens pour eux, parce qu'ils contribuent à quelque chose qui est plus grand que eux. Et ça les fait vibrer, ça leur donne de l'énergie, et c'est comme ça qu'ils sont heureux. Donc je dis pas que tout le monde doit s'engager pour des associations bénévoles, mais moi quand j'étais plus jeune, je me disais, mais les gens, ils n'ont pas autre chose à faire que passer leur temps à aller faire ci et faire ça pour une association. Moi je me disais, je préfère être sur mon canapé à regarder une bonne série, ou à lire un bouquin, faire quelque chose pour moi. Mais en fait, je comprends maintenant, ils ont besoin de contribuer à quelque chose, ça a du sens pour eux de faire ça. Donc il y a votre mission. Quelle est votre mission de vie? À quoi vous voulez contribuer dans ce monde? Quelle empreinte vous voulez laisser? Dites-vous plus tard, quand je serai en fin de vie, qu'est-ce que je voudrais avoir laissé sur la terre comme trace de mon passage? Moi, j'aimerais avoir contribué à aider un maximum de personnes, accompagner des personnes à trouver les ressources en elles pour être heureuses, pour être actrices de leur vie. C'est tellement important pour moi, ça me donne du sens. Ensuite, il y a un dernier niveau, c'est l'appartenance. L'appartenance, le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment d'appartenir à un groupe. L'être humain est un être social par excellence, donc il a besoin de se reconnaître au milieu de ses pairs. Quelqu'un qui reste dans la solitude, qui s'isole, on n'est pas programmé pour être comme ça. Et quand on s'isole, quand on est tout seul, on éteint un petit peu ces neurones du bonheur. On ne stimule pas notre chimie du cerveau, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la dopamine, l'hormone du plaisir, l'adrénaline. Toute cette chimie du cerveau, on ne la développe pas si on vit tout seul et qu'on ne fait rien, qu'on reste chez soi.
qu'on a en ermite. Vous savez, les personnes un peu ronchons, là, qui voient personne. On ne peut pas être heureux comme ça. On a l'impression qu'on est bien tout seul. Mais l'être humain n'est pas fait pour ça. Alors le sentiment d'appartenance, c'est, par exemple, moi je fais partie d'un club de sport. Je retrouve mes copines pour aller faire du sport. On a ce truc en commun qui nous relie, qui nous unit. On a cette envie cette valeur de dépassement de soi. Et on est là, et ça nous unit, ça nous rassemble. Quand j'ai fait ma formation de coach professionnel, on avait tous des valeurs communes. Vouloir accompagner les personnes, vouloir comprendre comme un détective comment la personne fonctionne, comment elle agit, ses déclencheurs, et l'aider à se débloquer et à vivre sa meilleure vie. Et là, on a un sentiment quand on retrouve des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes envies, et bien là, on développe un sentiment d'appartenance qui est super. Moi, quand j'ai commencé dans cette grande entreprise pour laquelle j'ai travaillé 18 ans, j'avais un fort sentiment d'appartenance au début. Pendant des années, je me sentais bien, je me sentais reliée aux personnes qui travaillaient. Et j'avais un fort lien social d'ailleurs. On faisait des petits gâteaux d'anniversaire, on fêtait des événements, on avait vraiment une unité, une communauté. Et puis petit à petit, ça s'est délité, et puis les mentalités ont changé, le fonctionnement a changé, la direction a changé, et ce qui fait que je m'y retrouvais plus, tout simplement. Et j'avais plus ce sentiment d'appartenance que j'ai retrouvé avec les coachs professionnels ensuite, avec les thérapeutes. Parce qu'on change dans la vie, parce qu'on évolue aussi. Alors, de la même façon, on ne reste pas forcément dans un monde figé, dans un monde qu'on a connu. Là, je parle aux femmes qui sont toujours rentrées dans le moule, qui ont fait toujours un petit peu ce que la société nous dicte, toujours la bonne élève. Bah oui, j'ai une maison, j'ai un job, j'ai fait des enfants, et maintenant je fais quoi? Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On a fait tous les niveaux de la pyramide de Diels, Robert Diels, qui est un grand monsieur de la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, si vous avez envie d'être accompagné, sachez que j'accompagne en visio ou en présentiel sur le Vaucluse. Et en visio, ça se fait super bien par Zoom aussi. On peut faire de l'hypnose en visio, on peut faire plein de choses. Et vraiment, en tout cas, réfléchissez. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureuse? J'espère vous avoir donné des pistes, des clés de réflexion. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.